Bien, donc il est plus de 18 heures, on va commencer de suite parce que vous savez qu'il y a le couvre-feu. Il y a des autorisations de réunions professionnelles qui sont destinées si vous en avez besoin. Derrière moi, monsieur L'Oignon, on a prévu un petit paquet. Bien, on va commencer par l'appel. Et les procurations des choses qui vont avec. Amnéville, monsieur Munier, madame Calcari-Georges, madame Cogliandro, monsieur Dalla Fadera, monsieur Dieudonné a donné procuration à madame Cogliandro, monsieur Dos Santos, madame Hirsch, madame Rowe donne procuration à madame Calcari, monsieur Tisserand, pour Bravo, monsieur Favier, Louange, M. Bolz donne procuration à M. Fournier. Mme Thomas, absente excusée. Et M. Vezin, absent excusé. Maran-Chilvange, M. Muller donne procuration à Mme Weidel. M. Coquin. Mme Greff. M. Méossi donne procuration à Mme Greff. M. Rotschger. Mme Weiler. Menton-la-Montagne, Mme Vanille. M. Cantel. Monsieur Rachiel, Moyen-Grande, Monsieur Roguero, Monsieur Benhabib, Madame Cisamolo, Madame Dos Santos, Monsieur Rousseau, Monsieur Schneider, Madame Thibault, Monsieur Tirlicien, pour Moyen-Petite, Monsieur Schweitzer, Monsieur, pour Pierreville, Monsieur Heiser, Madame Lemasson donne procuration à Monsieur Heiser. Pour Romba, M. Fournier, présent. Mme Bensi donne procuration à M. Risset. M. Dumont, présent. Mme McCain, présent. Mme Mullman, présent. M. Nobile, présent. M. Risset, présent. M. Villa, absent excusé. Mme Wagner, présent. Rencourt, M. Postera, absent excusé. Rosland, M. Matélic, présent. M. Schoens, présent. Mme Zeman, présent. Pour Sainte-Marie-aux-Chênes, Mme Lamarck, Monsieur Caligaro, présent. Monsieur Quéré, présent. Madame Fragna, présent. Pour Vitry-sur-Orne, Monsieur Corradi, présent. Madame Savigno donne procuration à Monsieur Corradi jusqu'à ce qu'elle arrive, et Monsieur Veglia, présent. Bien, donc le quorum est largement atteint, nous sommes plus d'une quarantaine. Je vous remercie. Elle est là, elle vient d'arriver. Bien, on va passer à l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020. Y a-t-il des remarques, des suggestions, des objections, des observations? Aucune, je n'en vois aucune. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 2. Donc, c'est le point numéro 1, le débat d'orientation budgétaire 2021. Vous savez que la loi ATR de 1992, revue et corrigée, nous fait obligation de faire un débat d'orientation budgétaire pour indiquer les grandes actions et les grandes orientations du budget 2021. Et le rapporteur, bien sûr, Vincent Maté. Merci, Président. Oui, je vais vous exposer le rapport de ce débat d'orientation budgétaire. Vous avez le document support sous les yeux. Donc, je propose qu'on le parcourt ensemble et que je vous donne quelques explications. Donc, sur le débat d'orientation budgétaire. Juste un point avant qu'il commence. Ceux qui sont devant vous, ils ont un document parce qu'ils ne se retournent pas. Vous avez droit, vous, à la projection, et c'est vrai que ça pose quelques problèmes, peut-être d'anticomie. Donc, j'ai demandé qu'ils aient sous les yeux les pages que vous avez sur le grand écran. Bien, après c'est le réglage technique. Donc, sur le DOB 2021, c'est le débat qu'on a de caractère décisionnel et qui priorise l'année 2021, et vous l'avez en page 2. Donc ça correspond et c'est régi par les lois du 27 janvier 2014 et du 7 août 2015. Et juste quelques points sur le contexte général au niveau de la situation économique et sociale en 2021, puisqu'on a un contexte actuel de construction du budget primitif 2021, et vous l'avez à la page 5.
Donc on a actuellement la crise sanitaire, donc avec des conséquences économiques qui vont s'en découler, et un cadrage de la loi de finances 2021 essentiellement cadré sur une relance économique, bien évidemment impactant nos finances locales. Au niveau européen, donc à la page numéro 4, donc on note sur l'année 2020 un retrait de plus de 4% par rapport à fin 2019 sur l'activité. Donc sur le niveau national, ici en page 7, vous avez donc un PIB en diminution de 13,7% au second trimestre et une croissance qui a chuté de moins 10,3% en 2020. Même si on parle d'un rebondissement sur 2021 à 5,7%, on a... Ah, pardon, ça ne tourne pas derrière. Je vais plus vite, hein, du coup. Il faut m'écouter, hein. On voit ceux qui suivent comme ça. C'est la technologie. Du coup, effectivement, on va combler le temps, c'est comme au journal télé, il faut combler quand ça lance pas derrière en direct. Si vous voulez, je reprends doucement le document, et de toute façon, c'est quelques chiffres, mais vous avez tout ça dans votre rapport d'orientation budgétaire. Je rappelle les 232 pages qui vous ont été joints. Donc on retrouve tous ces éléments de présentation. Donc j'étais... Normalement ça devrait être bon. Donc on était à la page numéro 7. Voilà. Donc on passe à la page numéro 8 sur simplement quelques points sur les dispositions de la loi de finances pour 2021. Donc on a dans cette loi de finances une baisse prévue des impôts de production en faveur des entreprises, la suite bien évidemment de la réforme de la taxe d'habitation et le transfert des ressources suite à la suppression de la taxe d'habitation. On aura aussi sur cette loi de finances une dotation globale de fonctionnement qui sera stabilisée en 2021, avec aussi des dotations de soutien à l'investissement qui sont reconduites, tout ce qui est DETR, DSIL, et la mise en œuvre, bien évidemment, vous l'avez entendu, du plan de relance. Sur l'analyse financière au niveau de la communauté de communes, concernant les charges de fonctionnement, quelques précisions au niveau des chiffres. En 2020, on arrive à 9 640 000 € pour des charges de fonctionnement courantes. En 2000, dans la page 12, sur la comptabilisation des intérêts, on est donc à 9 787 000 € en termes de charges de fonctionnement, avec 102 000 € d'intérêts. Sur la page numéro 13, on a donc un produit de fonctionnement courant qui s'élève à 11 915 000 €. Sur les soldes d'épargne, sur l'excédent brut courant, qui est la différence entre le produit et les charges de fonctionnement courant, on est à 2 275 000 € pour l'année 2020, et vous avez sur votre tableau comparatif par rapport aux autres années que je ne relève pas. Au niveau de l'épargne de gestion, qui est donc l'excédent brut courant diminué du solde exceptionnel, donc on a donc une somme pour l'année 2020 de 2 345 000 €, ce qui nous fait une épargne brute de 2 243 000 € et une épargne nette de 1 980 000 € pour l'année 2020. Épargne nette qui sont les ressources disponibles dès qu'on dégage au niveau de la communauté de communes. Sur la dette, on a une annuité de la dette de 357 000 € sur 2020. Et concernant quelques chiffres sur la dette, au niveau de l'encours de la dette, c'est le stock de dette qui reste à rembourser en fin d'année, on est donc à 3 063 000 €, et le délai d'extinction de la dette qui est de 1,4, donc concernant l'année 2020. Sur le ratio d'endettement au niveau de la communauté de communes, on atteint un ratio qui est de 1,88 années pour le ratio de remboursement, donc on est dans une zone qu'on appelle une zone verte, avec une situation financière très satisfaisante. C'est les critères d'appréciation qui ont été établis, donc on est sur un endettement faible au niveau de la communauté de communes. Je passe maintenant au cœur du sujet, c'est les orientations proposées pour l'élaboration du budget 2021. Donc notamment, c'est maintenir une politique budgétaire saine au niveau de la communauté de communes, maîtrisée et ambitieuse, malgré l'impact de la crise sanitaire sur nos finances. Donc budget 2021, vous l'avez en page numéro 20, budget 2021, qui sera le premier budget du mandat, qui commence et qui présentera donc une particularité, c'est celle d'être adopté avant l'achèvement de notre projet de territoire, puisqu'on est aussi dans l'élaboration d'un nouveau projet de territoire qui va guider nos actions sur l'ensemble du mandat. Donc c'est simplement un budget de transition. Donc sur l'année 2021,
donc, seront inscrits et repris dans ce budget les restes à réaliser de l'exercice 2020, bien évidemment, et en opération nouvelle, toutes les actions et projets inscrits dans le programme d'action du projet de territoire, avec anticipation, bien évidemment, puisqu'il va être réalisé sur l'année et devrait être terminé au 31 décembre 2021. On a déjà des actions sur lesquelles on connaît la teneur et les coûts, donc on inscrira aussi par anticipation ces actions. Sur le nouveau projet de territoire, donc je commence par là, puisqu'il sera élaboré au début du mandat, il est arrivé à terme, donc il faudra procéder en 2021 à l'élaboration de ce nouveau projet de territoire. Simplement, un bureau d'études a déjà été missionné pour accompagner la communauté de communes dans la réalisation de ce projet de territoire, et il devra s'appuyer bien évidemment sur les documents de planification qui existent déjà au niveau de la communauté de communes, notamment le PLH, le plan local de l'habitat, et le plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET, en cours d'élaboration. Sur les services à la population, donc il s'agira de poursuivre la mise en place des services à la population en 2021, vous l'avez à la page 23, sur aussi la mise en place en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de la Moselle d'une convention territoire global, puisqu'on a notre contrat enfant-jeunesse qui arrive à son terme. Donc la Caisse d'allocation familiale propose une convention territoriale globale qui sera signée entre la communauté de communes et ses communes membres simplement, et qui concernera les aspects périscolaires, puisque la communauté de communes n'a pas à sa charge donc le périscolaire. Nous, on signera une nouvelle convention territoriale globale. Sur la poursuite et le renouvellement de la DSP pour les 5 structures multi-accueil, donc, puisque notre convention actuelle de délégation de services publics qui a été mise en place pour la gestion des 5 structures arrive à son terme le 31 décembre 2021. Donc en 2021, il faudra donc lancer la procédure en vue de la mise en œuvre d'une nouvelle délégation de services publics. Sur la poursuite de la réalisation de la nouvelle structure multi-accueil à Roubaix, donc les études préalables ont été menées en 2020. Les travaux donc, de construction de ce nouvel équipement pourront être engagés au début du deuxième semestre 2021. Donc il conviendra d'inscrire également ces crédits, et ils seront financés grâce aux subventions aussi sollicitées auprès de l'État, de la région, du département et de la Caisse d'allocation familiale. Sur la partie maintenant compétences emploi et insertion professionnelle, donc il faudra développer en 2021 les services selon 3 axes de développement, donc l'observation, l'analyse et la reconduction donc, de nouvelles actions, l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques et restructuration du territoire, en développant une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et la contribution bien évidemment au développement de l'emploi local. Je passe donc à la création et la gestion des maisons de services au public. Donc sur l'année 2021, notre budget devra prendre en compte l'achèvement des travaux de construction de la maison de services au public de Sainte-Marie-aux-Chênes qui ont été entrepris en 2020, et aussi la poursuite des démarches engagées auprès des services de l'État afin d'obtenir le label France Service, qui est un label donc, entre l'État et ses partenaires qui sont Pôle emploi, GRDF, la CAF ou encore l'assurance maladie, et qui permettent d'obtenir une dotation à peu près de 30 000 € par an qui couvre donc l'emploi d'une personne pour gérer ces maisons de service au public. Donc une fois que la maison de service au public sera labellisée. Il conviendra aussi en 2021, et je passe donc à l'élaboration d'un projet alimentaire territorial, puisqu'il faudra donc achever en 2021 la première phase du projet alimentaire territorial, qui est la phase diagnostique, et d'engager la deuxième phase, qui sera la phase opérationnelle du projet. Je passe sur la partie requalification du site industriel des Ports de l'Orne, puisque dans ce budget 2021, on aura aussi donc, une partie, qui sera dirigée et fléchée vers le syndicat mixte des Ports de l'Orne, notamment au travers des avances que la communauté de communes pourra faire sur ce syndicat mixte. Et donc aujourd'hui, de nombreuses études ont été réalisées, et donc les premières actions opérationnelles ont été lancées et ont été démarrées en septembre 2019, la maison du projet. L'agrafe paysagère est en cours, d'achèvement, et le pôle d'accompagnement des porteurs de projets, donc tout ce qui est innovation et entrepreneuriat, devrait être finalisé dans les mois à venir. Donc ce projet des Ports de l'Orne aura vu plusieurs enjeux se confronter, notamment au niveau des grands contrats entre l'Europe, l'État et la région avec les programmes opérationnels européens, la mise en œuvre du nouveau dispositif du département qui s'appelle Ambition Moselle, la mise en place bien sûr du plan de relance, la création des contrats de relance et de transition écologique
donc qui traduisent donc l'ambition d'instaurer une nouvelle relation de travail entre État, collectivités territoriales et ensemble des acteurs locaux. On a vu aussi dernièrement la cession par ArcelorMittal de la série de Gandrange et de l'usine d'agglomération de Rambach, qui est en cours aussi. L'émergence de nouveaux projets qui devraient voir le jour après la déconstruction de ces installations industrielles, dont vous en avez aussi entendu parler. Donc, et bien évidemment, le partenariat engagé avec les services de l'État en vue de l'élaboration d'un projet partenarial d'aménagement pour le site des Ports de l'Orne. Bien évidemment, donc, la crise sanitaire donc, a effectivement retardé certains projets donc, au niveau des Ports de l'Orne. Donc, il faudra donc effectivement mettre en reste à réaliser des choses qui n'ont pas été réalisées cette année et des avances qu'on devra faire surtout au niveau du budget principal sur le syndicat mixte, puisque c'est quand même un projet phare de la communauté de communes qui passe par le budget de la communauté de communes pour ses avances et son fonctionnement. Donc, dans ce contexte, effectivement, il est légitime que le syndicat mixte réaffirme aussi sa volonté de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre du projet de requalification des Ports de l'Orne dans sa globalité, selon 4 points. Déjà, la crédibilité du projet, ensuite la légitimité du projet, puisque c'est un nouveau défi qui s'impose, et celui d'avoir une légitimité sur ce projet, la stratégie donc retenue pour mener à bien ce projet d'aménagement, et enfin réaffirmer donc, et préciser la stratégie lors de prochaines réunions du syndicat mixte. Donc, et ça passera encore une fois par les avances budgétaires de notre budget. Sur la partie, j'en ai terminé avec les Ports de l'Orne, sur la partie développement économique, donc dans le cadre de la compétence développement économique, donc c'est toutes les actions à poursuivre qui seront donc mises en place encore et poursuivies en 2021. Donc notamment la redynamisation de la commercialisation des parcs d'activités communautaires, la revitalisation des centres-villes, l'accompagnement des entreprises lors de l'installation sur le territoire, la réflexion engagée sur la mise en place de nouveaux services aux entreprises et la contribution donc, à l'animation du tissu économique. Donc il faudra bien évidemment par rapport à ça développer tout ce qui est promotion économique du territoire, mettre en place donc, un outil d'analyse et de stratégie économique, poursuivre aussi l'élaboration d'une stratégie de développement économique du territoire et ne pas oublier de mobiliser des moyens mis en place dans le cadre du dispositif territoire d'industrie, puisque donc, on peut avoir des fonds, pas directement, mais les entreprises qui s'installent peuvent avoir des fonds par rapport donc, à la labellisation du projet territoire d'industrie, puisque le Nord-Mosellan fait partie des 124 territoires d'industrie donc retenus par l'État pour amener donc, une dynamique au niveau entreprise. Donc sur la partie développement touristique, donc, dans le cadre de sa compétence développement touristique, donc la CCPOM devra contribuer à la pérennisation et développement du site thermal et touristique d'Amnéville, en poursuivant donc, un partenariat engagé bien évidemment avec la ville d'Amnéville, la région Grand Est, le département de la Moselle, en vue de la requalification du site, notamment 3 gros points, nous qui nous concernent, la participation à la SPL Destination Amnéville, la concession d'aménagement avec la SPL donc, de la communauté de communes, et la participation à la modernisation des grands équipements structurants de la cité des loisirs. Donc vous en avez quelques-uns qui suivent. On a commencé donc avec les travaux de requalification et d'aménagement des différents sites, tout ce qui est enceinte parking sur le site d'Amnéville. On a aussi donc, le Snow Hall sur lequel on aura aussi la SPL, par l'intermédiaire de la SPL, participera à la modernisation de cet équipement. Je parlais aussi du pôle thermal, du Galaxy, que vous avez sur les diapositives. Voilà pour la partie développement touristique. Je passe à l'environnement et le cadre de vie. Donc, compétences où il faudra poursuivre donc, la réalisation d'un maillage des chemins de liaison intercommunaux, donc les travaux d'aménagement qui ont été engagés en 2020. Et aussi, donc, après une phase d'études menée en 2020, s'est engagée la première phase de la liaison douce qui devra permettre de relier la gare de Rambach à la gare d'Agrandange, donc en passant par Amnéville, puisqu'il y a une première phase qui est déjà qui va être réalisée, qui est la phase Rambach-Amnéville. Ensuite, il faudra travailler avec nos collègues de Rive de Moselle pour la phase Amnéville-Agrandange. Bien évidemment, donc, ces opérations, puisque c'est à l'ordre du jour, si la compétence mobilité est prise, bien évidemment, ces opérations qui sont de la compétence mobilité, puisque ça s'apparente à ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités actives, c'est-à-dire toutes les mobilités qui utilisent uniquement l'activité physique humaine comme source d'énergie, ce qu'on appelle les mobilités actives. Donc ces actions-là seront intégrées dans la compétence mobilité dès qu'elle sera prise par la communauté de communes.
Sur la partie politique de l'habitat et cadre de vie, donc il conviendra de poursuivre les différents partenariats engagés depuis plusieurs années auprès de la DIL, du CLAGE et du FSL, de mettre en place les actions prévues dans le cadre du nouveau PLH. Les actions, on les avait détaillées l'an dernier lors de notre DOB, et donc on les avait toutes détaillées puisque le PLH était terminé. De mettre aussi en œuvre le dispositif visant à surveiller les copropriétés en voie de fragilisation, puisqu'un programme d'action destiné à résorber la vacance de logement, donc l'étude de stratégie foncière en partenariat aussi avec l'établissement public foncier du Grand Est. Et bien aussi prolonger l'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour une durée de 2 ans. Donc sur la politique de l'habitat et du cadre de vie, la poursuite de l'action destinée à résorber la vacance de logement sur le territoire communautaire, la poursuite aussi avec le CLAGE sur un dispositif destiné à permettre aux jeunes d'accéder plus facilement à leur premier logement, et enfin mettre en œuvre, en partenariat avec l'EPF-GE, une étude de stratégie foncière globale. Je passe sur la compétence maintenant développement durable, où il faudra sur ce budget 2021 poursuivre les actions déjà engagées dans le but d'encourager le développement de l'habitat durable, notamment par, pour l'instant, 2 vecteurs qui sont la récupération des eaux de pluie et l'autre vecteur, les travaux d'isolation. Donc il conviendra aussi de redynamiser le dispositif d'aide communautaire en faveur du soutien aux économies, des ressources et à la maîtrise d'énergie. Et aussi la poursuite de la mise en œuvre des actions prévues dans le bilan de gaz à effet de serre, qui avait été adopté par la communauté de communes. Sur la partie transition énergétique, donc ce sera la poursuite de la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc là, il faudra qu'on poursuive notre partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, notamment par le biais de l'espace Info-Énergie et du Conseil en énergie partagée, et aussi une conception partagée avec la compétence mobilité sur la partie étude de l'électromobilité, puisque là, ça sera les 2 commissions, la commission mobilité et la commission transition énergétique, au niveau de transversalité, qui travailleront ensemble pour cette partie électromobilité. Sur toujours la transition énergétique, c'est la poursuite de la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc il faudra donc aussi, et on a eu une présentation dernièrement du PCAET, donc achever l'élaboration d'un plan climat, air, énergie territoriale, et avec des priorités. Donc on en détecte 3, effectivement, se mettre en ordre de bataille pour la transition énergétique, intégrer bien évidemment les enjeux climat, air et énergie dans tous les documents structurants, et co-construire le PCAET avec tous les acteurs du territoire. Et aussi commencer les actions qui seront mises en œuvre dans ce PCAET. Bien évidemment, tout ceci en lien, je vous le rappelais en début d'exposé, avec le projet de territoire qui va chapeauter l'ensemble de ces projets et orienter et s'occuper, en tout cas s'attacher à l'ensemble des documents structurants de la communauté de communes, le PCAET en étant un. Sur la partie déchets ménagers, améliorer la situation en 2021, c'est-à-dire mieux trier, éliminer la consommation courante des produits toxiques et inciter davantage au recyclage de la matière, du compost et à la valorisation énergétique. Sur la partie trier, l'enjeu auquel nous devrons faire face au cours des prochaines années, c'est notamment engager des actions de sensibilisation auprès des habitants, en incitant à des comportements éco-responsables, en incitant aussi à lutter contre le gaspillage alimentaire et en encourageant l'éco-conception. Réduire la production des déchets, c'est mettre en œuvre aussi de nouvelles actions. La mise en œuvre d'un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, se prononcer aussi sur la généralisation à l'ensemble du territoire communautaire de la collecte des biodéchets. Pour l'instant, 3 communes étaient en essai sur le territoire, 3 communes en phase d'expérimentation. Mettre en œuvre aussi un dispositif favorisant l'économie circulaire, engager aussi une réflexion en vue de la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri et pérenniser tout ce qui est repère café, les endroits où on répare des choses abîmées. Ça a été fait en 2019 sur la communauté de communes, mais on avait proposé de le pérenniser. Sur la modernisation de la collecte et du traitement des déchets, c'est aussi poursuivre la mise en place des conteneurs enterrés, la mise en œuvre d'un programme de mise aux normes et de modernisation des déchetteries communautaires, l'achèvement aussi des études préalables au transfert de la déchetterie de Moulin-Neuf sur le site des Ports de l'Orne, dans le cadre de la réalisation d'un pôle destiné à accueillir les activités liées à l'environnement, et engager aussi une réflexion en vue de la conteneurisation de la collecte des déchets ménagers, et aussi mettre en œuvre des solutions innovantes pour la gestion de la collecte des déchets et l'exploitation des déchetteries.
Sur la partie maintenant compétences GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, puisque c'est en application de la règle représentation-substitution, aujourd'hui la CCPOM exerce sa compétence par l'intermédiaire de 2 syndicats mixtes préexistants, qui sont le SVO et le Biron. Et pour les communes qui n'étaient pas regroupées en syndicat, la communauté de communes continue à exercer directement la compétence GEMAPI. Donc je vous rappelle qu'un programme de travaux donc, au niveau coût était chiffré à 5 116 000 € hors taxe. C'était une étude globale sur le territoire. Il conviendra maintenant d'affiner cette étude par secteur et par territoire pour pouvoir voir sur quelles actions on ira sur 2021. Mais ce programme d'action qui sera financé grâce à l'instauration, et vous le savez très bien, de la taxe GEMAPI mise en place par la communauté de communes. Donc sur la partie gestion des milieux aquatiques, la GEMAPI, c'est aussi l'adhésion au syndicat mixte Moselle-Aval, puisqu'on avait décidé en septembre 2017 d'adhérer à ce syndicat mixte, donc à l'échelle de l'ensemble du sillon mosellan. Il conviendra donc de prévoir les crédits pour financer notre contribution à ce syndicat mixte Moselle-Aval. Je passe maintenant à la compétence mobilité, donc on n'a pas encore prise, mais il faut en parler, et je crois que j'en avais déjà parlé l'an dernier, en termes de mobilité, pour sensibiliser déjà l'ensemble du conseil communautaire. Donc la mobilité, c'est une loi qui a été promulguée le 26 décembre 2019, loi qui transforme en profondeur la politique des mobilités, puisque la loi d'orientation des mobilités encourage l'exercice effectif de cette compétence à la bonne échelle, c'est-à-dire l'échelle du territoire, l'échelle de notre territoire, avec le couple intercommunalité-région. Il s'agit de prendre cette compétence avant le 31 mars 2021 pour acquérir et pour être autorité organisatrice de mobilité en lien avec la région. Et vous l'avez compris, en l'absence de transfert, à compter du 1er juillet 2021, c'est la région qui risque d'être autorité organisatrice de mobilité, c'est-à-dire qu'elle pourra exercer cette compétence sur le territoire de notre communauté de communes sans forcément en avoir le droit, et nous, en avoir le droit de dire quelque chose. Donc effectivement, cette compétence-là est importante à prendre prochainement. Donc il appartient donc au conseil communautaire, mais je crois que c'est dans les points suivants, de prendre cette compétence mobilité à notre profit. Toujours sur la mobilité, il conviendra aussi de reprendre dans le cadre de cette nouvelle compétence, et j'en parlais tout à l'heure, les actions déjà engagées dans le cadre de la compétence environnement cadre de vie. C'est la poursuite de la réalisation des maillages de chemins de liaison intercommunaux avec ces travaux d'aménagement, en partenariat avec la Fédération française de randonnée pédestre. La réalisation, je le disais tout à l'heure, de la première phase de liaison douce devra permettre à terme de relier les gares de Romba et d'Agondange, il y a 5,3 km, et la mise en œuvre, en partenariat avec la communauté de communes et Rives de Moselle, de la deuxième phase de cette liaison, c'est-à-dire l'appel à projet a été retenu, et les financements, sur un appel à projet, on aura à nouveau des financements comme on l'avait eu sur la première phase. Et il faudra aussi intégrer dans cette compétence mobilité une réflexion qui a été engagée sur la réalisation d'une véloroute Amnéville-Metz. Donc effectivement, ça fait partie aussi, je le disais tout à l'heure, des mobilités actives, puisque c'est une liaison douce, et il conviendra donc d'intégrer, puisque un travail a déjà été fait sur cette véloroute, mais il conviendra d'affiner et d'intégrer aussi cette réflexion sur la compétence mobilité. Voilà, donc j'ai essayé de ne pas être trop long, mais ce budget primitif 2021, j'arrive à la fin, donc il devra être construit avec les mêmes objectifs de rigueur que ceux qui ont prévalu depuis la création de notre communauté de communes. Je voulais simplement dire quelques objectifs, c'est-à-dire aussi contenir l'évolution de nos charges de fonctionnement, maîtriser bien évidemment l'évolution de la masse salariale, valoriser aussi notre autofinancement, maîtriser notre dette, vous avez vu qu'elle a été maîtrisée, et intégrer l'élaboration du budget dans le cadre d'un partenariat le plus large possible, en mobilisant bien évidemment toutes les sources de financement. Et enfin, je terminerai en parlant de notre pacte financier et fiscal, bien évidemment élaborer ce budget dans ce cadre-là, puisque ce pacte financier et fiscal avait été signé entre la communauté de communes et ses communes membres. Voilà, j'en arrive à la fin de l'exposé, en espérant ne pas avoir été trop long, mais vous avez tous ces éléments détaillés dans le ROB, parce que là on est en DOB, le débat d'orientation budgétaire, mais vous avez le rapport d'orientation budgétaire qui intègre dans le détail tous ces éléments. Voilà, je terminerai en remerciant aussi le directeur général des services, Alain Lognon, pour l'aide précieuse apportée sur cette construction du ROB et du DOB, et bien évidemment en y associant les services finances de la communauté de communes.
Merci de votre attention. Bien, je remercie le vice-président chargé des finances, Vincent Matélic, pour son exposé exhaustif, complet. Et donc maintenant, nous passons au débat et aux commentaires des uns et des autres. Qui est-ce qui demande la parole? Monsieur Tirnicien, le micro arrive. Ok, ça marche. Oui, Président et chers collègues, effectivement, on est dans un temps important quand même avant notre budget, puisque le législateur a créé les conditions pour qu'effectivement notre collectivité puisse disposer d'un débat d'orientation budgétaire préparatif au budget lui-même. Donc, je pense que les éléments sont importants, effectivement, pour réfléchir ensemble à l'avenir de notre territoire et de notre collectivité. Et moi, j'apprécie les éléments qui nous sont donnés, puisqu'il permet aussi de situer l'environnement économique dans lequel on se trouve. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie dans notre réflexion collective de prendre la mesure du contexte dans lequel on est. Cette situation économique, elle a été abordée par Vincent Matélic, mais il me semble important d'y revenir parce que cette situation économique, malheureusement, elle n'est pas bonne. Elle est même mauvaise, puisque à la fois il y a des choix économiques qui sont davantage tournés vers la spéculation financière plutôt que l'investissement productif, et que ces choix-là ont été aggravés par la crise sanitaire. Et donc c'est dans ce contexte qu'on observe quand même une baisse de 4% dans la zone euro et une baisse de 13,7%, ça avait été dit par Vincent, du produit intérieur brut de notre pays, et une chute de 10,3% de la croissance nationale. Et c'est dans ce contexte-là que notre collectivité doit bâtir son offre de politique publique. Donc c'est pour ça que je dis, on peut toujours avoir des ambitions, il y a qu'à, il faut, mais il y a aussi des principes de réalité, et ce rapport d'orientation budgétaire nous l'a mis en exergue pour qu'on appréhende bien les choix proposés dans le cadre de ce rapport d'orientation budgétaire. Et je dirais que, heureusement, que les choix de gestion que nous avons opérés antérieurement permettent de placer notre communauté de communes en capacité de poursuivre ses ambitions budgétaires au service des intérêts de notre population. Ça a été évoqué, de l'épargne brute, l'épargne nette, comme au cours de la dette. Je dis, ces résultats financiers donnent raison aux décisions que nous avons prises avec notre pacte financier et fiscal. Parce que ça a été fait en son temps l'objet de débats et ça a été adopté très largement par notre Assemblée. Et donc il faut qu'on note que nous avons fait des choix qui portent leurs fruits et qui sont importants pour construire l'avenir de notre communauté de communes et de notre territoire. Donc moi je me félicite qu'on s'est donné des choix stratégiques qui n'ont pas altéré le porte-monnaie de nos concitoyens et qui nous donnent quand même les moyens de proposer, dans un cadre présenté dans le rapport d'orientation budgétaire, d'un budget de transition. Au regard de cette volonté de présenter le nouveau projet de territoire, et un projet de territoire qui entend renforcer les politiques communautaires et élargir le champ de nos interventions. Donc, on continue à être dans le choix de la responsabilité et de la raison, et je tiens à le souligner. C'est ainsi qu'on pourra répondre à l'affichage qui nous est proposé dans ce débat d'orientation budgétaire, qui est de maintenir une politique budgétaire saine, maîtrisée et ambitieuse malgré l'impact de la crise financière sur nos finances. Donc, mais c'est une phase de transition, et on l'a vu dans le rapport présenté par Vincent Matélic, qui est quand même pas une phase de transition où on dort sur nos lauriers. Il y a quand même là une volonté de conserver une dynamique communautaire et l'ambition d'être encore plus proche des besoins de nos populations avec des compétences nouvelles. Donc je ne referai pas la liste qui a été la longue liste, et ce qui démontre d'ailleurs que
on a décidé quand même dans cette communauté de communes, au fur et à mesure de l'avancée de nos réflexions collectives et de nos décisions, d'embrasser davantage de compétences pour mieux répondre aux besoins sociaux, humains et économiques de notre territoire dans le contexte général que nous connaissons. Et je trouve que c'est important qu'on ait à la fois cette volonté de nous tourner résolument vers l'avenir avec des dossiers lourds et ambitieux, symptomatiques de notre volonté de rendre nos territoires davantage attractifs. C'est les dossiers des ports de l'ordre, c'est la question de territoire d'industrie, c'est la question des services à la personne, la liste nous la connaissons, et de ce point de vue, y compris les adaptations aux exigences environnementales de notre temps et pour mieux préparer l'avenir de ceux qui nous succéderont aux responsabilités, de notre jeunesse, de notre planète, je crois, il faut le dire comme cela, et des questions de mobilité à la gestion des déchets dans toutes leurs dimensions. On voit que les annonces sont ambitieuses, elles sont raisonnables, ce que je disais, parce qu'on l'adapte aux moyens financiers de notre collectivité. On ne cherche pas à être meilleur que nos voisins, on cherche à être le meilleur possible pour notre propre territoire. Et c'est parce qu'on l'a fait ensemble, à travers le pacte financier et budgétaire, qu'on s'est donné les moyens d'avoir les financements possibles des décisions qu'on sera amené à prendre au moment du budget et que trace déjà notre rapport d'orientation budgétaire. Et moi, je suis extrêmement satisfait de ce qui nous est proposé au regard de ce contexte économique. Parce que je crois qu'on est là sur l'ambition de réponse possible et réalisable, et que ça, c'est une question de bon sens et de vérité, de sincérité vis-à-vis de l'opinion publique et de la population. On ne promet pas des choses que nous ne serons pas en capacité de tenir, et nous créons les conditions de renforcer la qualité des services que nous voulons donner à la population dans le cadre des compétences que nous avons retenues. Donc je trouve que ce débat d'orientation budgétaire et ce rapport d'orientation budgétaire s'inscrit dans quelque chose qui me tient à cœur, qui est de faire de notre territoire un territoire encore plus solidaire et attractif, et qui est porteur en même temps d'une nouvelle identité, où le vivre ensemble se construit à mesure de nos décisions communes, qui sont débattues pour un nombre d'entre elles, d'ailleurs préalablement dans les commissions, et dont certaines, assez nombreuses d'ailleurs, je trouve, sont prises en considération pour mieux servir encore notre population. Et j'ajouterai, dès lors que nous restons collectivement attentifs aussi à ce que les équilibres territoriaux soient respectés. Bien, merci. Moi, j'ai rien à rajouter. D'ailleurs, c'était un peu révélateur. Et je suis sensible quand même à une préoccupation, c'est effectivement d'avoir les moyens de ses ambitions et les ambitions de ses moyens, c'est-à-dire d'être toujours vigilant sur effectivement les investissements, tout en sachant, et vous le savez aussi bien que moi, que peut-être dans les mois qui viennent, voire l'année qui vient, on aura une crise peut-être économique et sociale qui risque de secouer un peu, et quand je dis un peu, risque de secouer quand même notre pays et peut-être une partie de l'Europe. Donc il faut être vigilant, il faut être prudent, et à partir de là, on essaie de bâtir un projet qui soit, et j'ai toujours cette phrase qui me revient, c'est uni sur l'essentiel et divisé sur l'accessoire. On ne sera pas d'accord sur tout à 100%, mais au moins essayons d'aller aux 3 quarts ou à 80% dans la bonne direction. Et il convient effectivement de mettre en place des équipements, des aménagements, y compris une nouvelle compétence qui est la compétence mobilité. Elle est importante, on la verra après, parce que si nous ne la prenons pas, les autres territoires l'ont pris, que ce soit l'agglomération Messine, que ce soit Rive-de-Moselle, que ce soit le Val-de-Fensch, que ce soit le Thionvillois. On sera effectivement à la merci de ce qui pourrait être décidé dans la grande région et pas forcément sur notre territoire. Donc il est important d'inclure effectivement cette compétence à l'avenir, mais dans un cadre de vie quotidienne de nos concitoyens et aussi sur l'aménagement de zones pour l'avenir. D'autres remarques ?
s'il n'y en a pas d'autres, vous me donnez acte d'avoir mené ce DOB 2021, débat d'orientation budgétaire. Bien, je crois qu'on peut remercier Vincent Matteli pour effectivement avoir fait ce rapport, ce DOB, CROB exhaustif, complet. Remercier les services et j'ai demandé effectivement que la première partie soit très aléatoire parce que vous savez que les données économiques vont varier d'un mois à l'autre en fonction de la situation de la pandémie, de la Covid-19, de la reprise ou non, des taux d'intérêt et des reprises dans les pays ou dans les continents au niveau économique. Donc la première partie, elle nous est pas, on est tributaire des événements qui vont arriver. Et sur la deuxième partie, c'est nous qui sommes en situation, comme on dit. Et je remercie les services et Vincent Matteli d'avoir brossé vers où nous voulons aller en étant unis sur l'essentiel et divisés sur l'accessoire. Bien, je peux considérer que vous me donnez acte d'avoir enclenché et fait ce débat d'orientation budgétaire avec le ROB. Et je vous en remercie puisqu'il n'y a pas de vote sur ce point-là. Le point suivant, c'est un rapport numéro 2, c'est Vincent Matteli, c'est le règlement budgétaire et financier. On va au-delà de ce qu'on nous demande dans les communautés de communes. C'est plutôt l'apanage de ce règlement au niveau des départements et des régions. Mais nous l'avons fait par le passé et je crois qu'il est bon de mettre toute la transparence au niveau de tous les documents. Et on n'y est pas obligé, mais c'est un des points qui nous tient à cœur, c'est effectivement de tout bien cadrer et d'avoir une analyse, ou plutôt des documents analytiques de toutes nos procédures. Vincent Matteli. Oui, merci Président. Donc en fait, le Président l'a rappelé, c'est dans un souci d'harmoniser et d'améliorer donc les pratiques en matière de gestion comptable et financière que la communauté de communes du pays Orne-Moselle souhaite se doter d'un règlement budgétaire et financier. Donc un outil, donc le Président l'a rappelé, qui n'est pour l'instant obligatoire que pour les régions et les départements. Donc la communauté de communes souhaite néanmoins y avoir recours dans un souci de bonne gestion et de transparence de gestion. Donc ce règlement budgétaire et financier, donc, il a pour vocation à la fois de rappeler les règles de la comptabilité publique, notamment au niveau des instructions budgétaires que sur la M14 et aujourd'hui la M57, puisque on est déjà nous passés en M57 à la communauté de communes. Prochainement, dans quelques temps, l'ensemble de nos communes devront y passer aussi. Donc de préciser aussi les choix de gestion et d'organisation propres à notre communauté de communes. Donc effectivement, en décrivant toutes les procédures financières de la collectivité, la CCPOM formalise donc un référentiel commun de gestion financière et comptable que tous les services pourront partager et s'approprier plus aisément. Il vous est donc demandé ce soir d'adopter ce règlement budgétaire et financier. Bien, nous sommes précurseurs dans le temps, avant qu'elle nous soit imposée, et peut-être nous sommes légèrement en avance par rapport à d'autres collectivités qui devront s'y mettre dans les années futures. Mais j'y tiens, on a travaillé comme ça depuis des années, autant continuer. Des remarques, des objections, je passe aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, donc réputé adopté à l'unanimité, et le vice-président chargé des finances et des services vous remercie de cette confiance. Le rapport numéro 3, c'est donc le transfert de la compétence d'organisation des mobilités. Et comme je l'ai dit lors du DOB, si nous ne prenons pas cette compétence avant le 31 janvier, tous nos autres partenaires qui sont autour de nous, toutes les collectivités l'ont prise. Ça veut dire qu'on ne pourra pas travailler avec eux, ne serait-ce que vis-à-vis de Rive-de-Moselle, ne serait-ce qu'avec l'agglomération Messine, ne serait-ce qu'avec le Val de Tench, puis peut-être un peu plus loin. Et donc nous serons sous effectivement la coupe de la grande région qui, elle, aurait l'autorité pour la mobilité. Il vaut mieux prendre sa responsabilité en matière de mobilité pour faire des choix. Et là, c'est la prise de compétence. Il y aura une étude qui dira ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, parce qu'il y a le domaine scolaire, hors domaine scolaire. Mais d'abord, c'est de prendre cette compétences pour au moins discuter déjà avec nos partenaires voisins, et je crois que c'est important d'enclencher des réflexions avec Rive-de-Moselle, on les enclenchera après avec l'agglomération Messine, et donc il nous faut cette compétence pour pouvoir discuter avec eux, et Vincent Matteli, qui est en charge de la compétence finance, aménagement, projet de territoire et mobilité, est habilité à prendre les contacts qui s'imposent avec nos partenaires. Ça a déjà commencé avec Rive-de-Moselle, avec Julien Freiburger et Patrick Abad, et ça va continuer avec l'agglomération Messine, puisqu'on travaille dans un cadre qui est de la synergie,
puisqu'on ne s'arrête pas à nos limites ou à nos frontières d'interco. La mobilité est un sujet qui est éminemment mobile, comme son nom l'indique, son indique. Oui, donc sur cette compétence mobilité, donc effectivement, moi, tout ce qui a été dit, et je l'ai dit dans le rapport, je ne vais pas me répéter, mais si on ne l'apprend pas, effectivement, ce sera la région qui sera autorité organisatrice de mobilité sur le territoire. Donc, je vais simplement aussi vous dire qu'on va travailler en territoire de mobilité et pas en territoire communautaire. Donc, puisque la mobilité, on s'attache aux différents territoires, le président l'a rappelé, on a déjà évoqué quelques contacts avec Île-de-Moselle, mais d'un certain côté, on a des connexions avec Metz Métropole, on a des connexions avec le Val-de-Fench, on a des connexions avec le Jarnisy. Donc, à un moment donné, il va falloir réfléchir à mener à bien cette compétence qui se prend aussi à la carte, parce que ce n'est pas forcé qu'on prenne la compétence mobilité, qu'on prenne toutes les mobilités dès le départ. Ça peut être les mobilités actives dans un premier temps, les mobilités, ce qu'on appelle dures, dans un deuxième temps, où on va donc s'attarder à nos lignes de transport, etc. Et les mobilités scolaires aussi dans un troisième temps. Donc tout ça, c'est pris à la carte et ça sera réfléchi avec l'ensemble de la commission. Donc la loi du 24 décembre 2019 d'organisation des mobilités, la LOM, donc, invite les communautés de communes à se prononcer avant le 31 mars 2021 sur le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité dans les conditions de l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales. Il est rappelé qu'une communauté de communes qui décide de devenir une autorité organisatrice de la mobilité, AOM, est compétente pour l'organisation de tous les services énumérés à l'article L. 1231-1 du Code des transports sur son territoire intercommunal, appelé ressort territorial. La prise de compétence s'effectue en bloc et n'étend donc pas sécable. En revanche, une communauté de communes AOM est libre de choisir les services qu'elle souhaite mettre en place. Autrement dit, elle n'est pas tenue d'organiser tous les services énumérés par l'article L. 1231-1 du Code des transports, ce que je vous disais tout à l'heure. Il convient de préciser qu'elle ne peut instaurer un versement mobilité qu'à la condition d'organiser un service de transport régulier hors transport scolaire. Par ailleurs, la communauté de communes devra ultérieurement décider de demander le transfert ou non des services de transport régulier scolaire et à la demande jusqu'alors organisée par la région et se retrouvant intégralement exécutée au sein du ressort territorial. La prise de compétence mobilité implique l'obligation pour la communauté de communes, dès lors qu'elle devient effectivement AOM, c'est-à-dire le cas échéant à l'issue de la procédure de transfert, de créer un comité des partenaires sans condition de délai. Enfin, il est précisé qu'il a été demandé à l'Agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle, la CURAM, de réaliser une étude diagnostique de l'organisation du territoire et des pratiques de mobilité dans la perspective de l'élaboration d'un schéma directeur des mobilités. Ceci étant exposé, donc il vous est demandé donc, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante, c'est-à-dire se prononcer tout simplement en faveur du transfert à la communauté de communes de la compétence de mobilité, autoriser le président à prendre toutes les mesures nécessaires, décharger le président de notifier la présente délibération. Et aussi, donc, je vous rappelle que cette délibération parviendra ensuite dans chaque commune, et chaque commune devra à son tour prendre cette délibération concernant la prise de compétences mobilité. Voilà, merci de votre attention. Bien, sur la forme juridique, on adressera bien sûr à chaque commune, un projet de délibération pour qu'elle soit votée dans les mêmes termes et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je veux dire, à ce niveau-là, et que tout le monde la vote dans les mêmes termes, donc elle sera envoyée, si nous prenons cette majorité aujourd'hui, à la majorité cette compétence, nous sera envoyée à chaque maire pour la passer au niveau du conseil municipal. Oui, M. Rousseau a demandé la parole. Merci. Je voulais rebondir par rapport à ce transfert de compétences sur l'organisation des mobilités. Tout simplement parce que ça fait quelques mois qu'on a connu des changements, notamment des changements de ligne au niveau du bus depuis le transfert de compétences à la région. Nous, à Mayol, ça nous pose un petit problème puisque la modification des bus et des dessertes a modifié la ligne 50 qui ne dessert plus notre ville. Ce qui fait qu'on est relégué en transport en commun à 1h30 de Metz. Auparavant, avec la ligne 50, on mettait à peu près 50 minutes en fonction du trafic. Aujourd'hui, avec la ligne 48, on est à peu près 1h20, 1h30 de Metz. Ça pose un gros problème. Et justement, j'appuie sur le fait qu'il faudrait peut-être se pencher sur cette question et ne pas que prendre en compte les mobilités actives.
Je pense qu'à ce niveau-là, ça nous pose un problème, notamment pour les personnes qui souhaitent se déplacer pour aller travailler, puisque l'ancienne ligne par les côtes n'est plus desservie, donc ça concerne également les villes de Marange, Pierrevillers, et notamment la desserte sur la zone commerciale de Semécourt, qui est aussi un bassin d'emploi, notamment pour notre commune. Ça pose une problématique là-dessus. La deuxième problématique, c'est que nous connaissons aussi de nombreux étudiants qui étudient à Metz, qui n'ont pas forcément les moyens de se loger sur Metz et, en étant à 50 minutes de transport, se permettent de rentrer chez eux tous les soirs, notamment parce qu'ils viennent de familles plutôt modestes et qui n'ont pas les moyens de s'y loger. Là, en étant à 1h30, ça rend les choses un peu plus compliquées et je pense qu'il faut s'y attarder. J'en ai déjà discuté avec d'autres élus pour les alerter. Je pense que c'est peut-être le moment je ne sais pas, de plus marcher, c'est peut-être le moment de réfléchir à cette question et de prendre en compte cette problématique qui peut nous paraître dérisoire, mais qui au quotidien, pour de nombreuses personnes, rend les choses très compliquées. J'ai des citoyens à Moyeuvre qui me contactent pour me dire qu'elles mettent 1h30 pour aller travailler à Semécourt. Donc 1h30 le matin, 1h30 le soir. On a 3 heures pour aller gagner un SMIC à Semécourt. Je pense qu'on peut se poser des questions sur ce fonctionnement. Voilà. Bien, monsieur Tirlicien. Oui, oui, c'est une délibération importante, hein, parce que là, vous savez que j'avais dit mon attachement à regarder cette question en prenant garde à ce qu'effectivement on ne récupère pas non plus l'eau sale du bain et que d'autres collectivités qui sont en charge d'assurer une qualité de transport s'en dédouanent et qu'on ne récupère pas forcément une patate chaude de collectivités qui avaient la responsabilité d'assurer cette qualité de service et qui viendraient obérer notre budget. Donc ce qui est intéressant dans la délibération, c'est qu'elle est extrêmement pertinente puisqu'elle se base sur une étude qui permet de nourrir la décision des élus sur cette compétence qui peut être globale ou à la carte. J'ajouterai que si effectivement on doit travailler avec l'ensemble des territoires qui sont autour de nous, parce que effectivement les mobilités amènent à se déplacer pour l'emploi ou pour d'autres activités dans le bassin mosellan, ou du nord mosellan ou du côté messin, je trouve important qu'on puisse aussi avoir les moyens d'agir pour notre propre territoire, puisqu'avec ces mobilités-là, c'est aussi un enjeu d'attractivité de notre territoire. Donc, et on est capable, à partir de là, d'avoir la capacité à décider si on reprend toutes les compétences, aucune partie, et qu'on crée les conditions qu'effectivement, par le dialogue, par les besoins recensés de notre population, d'adapter effectivement les différents modes de transport, les différents horaires, pour qu'on ait ces mobilités les plus performantes possibles, parce que là aussi, avoir un bus où il n'y a qu'une personne dedans, ça n'a pas de sens. Enfin, je le dis comme je le pense, ça n'a pas de sens. Et à contrario, si effectivement on a des bus où il y a 50 personnes, oui, on aura fait œuvre utile et déterminante pour notre territoire et sur notre activité. Donc moi, je me félicite de la manière dont est rédigée cette délibération, parce qu'elle ouvre tous les champs possibles de notre décision et elle ne nous enferme pas dans un scénario préétabli et bloqué. Bien, vous répondez à tous les critères qui sont définis dans cette délibération. Moi, je voudrais simplement vous dire que si nous avons présenté du bureau cette nouvelle compétence, c'est qu'elle a une utilité. Simplement, elle souligne aussi les carences des autorités organisatrices des autres partenaires. Je crois qu'il faut être aussi clair là-dessus, et on n'est pas là pour pallier toutes les carences. Parce que c'est aussi un transfert des charges sur les collectivités locales et intercommunales. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs paramètres qui seront pris en compte, et il ne s'agit pas que, et M. Rousseau a défendu le même moyen, mais ça peut être le plateau aussi, qui est en connexion avec l'agglomération messine. Donc l'étude déterminera à tous les niveaux toutes les connexions possibles.
J'attire votre attention sur un point, c'est que ça coûte de l'argent. Donc il y aura un versement transport qui sera fait par les entreprises au niveau des salariés, mais on déterminera le montant. J'espère que ceux qui demandent l'utilité de cette compétence auront la responsabilité de voter aussi le versement transport. On ne peut pas demander l'un sans avoir l'autre. C'est l'éthique de responsabilité. Donc, vous avez compris que cette délibération, elle est multicarte. Elle va permettre de regarder ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et effectivement, pour une personne, un transport, ça peut être effectivement assez onéreux. Si on a des dizaines, on peut discuter. Mais en contrepartie, on vous demandera de faire le versement transport. Et j'espère que quand on y arrivera, vous aurez en mémoire ce que je viens de dire maintenant. On ne peut pas demander une utilité sans voter ses ressources. On ne peut pas dire c'est effectivement, on verra après. L'un va avec l'autre. Mais on est bien au courant, je veux dire, on est même sûr de l'utilité parce qu'effectivement, on a remarqué qu'il y avait des problèmes. Et si nous ne prenons pas cette compétence mobilité, demain, ça veut dire que c'est la région qui restera aux manettes. Et donc, je suis désolé, mais vu non plus de Metz, mais de Strasbourg, je ne suis pas sûr que le moyen soit une priorité. Je vous le dis comme je le pense, Monsieur Rousseau. Donc, il vaut mieux qu'on prenne cette compétence, qu'on l'adopte, qu'on regarde tous les paramètres, y compris ceux qui ne pourront pas être pris à tous les niveaux. Et puis, l'éthique de responsabilité, c'est en face d'adopter le versement transport qui est versé par les entreprises en fonction du nombre de salariés, etc. On connaît la mécanique. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent à Metz, vous regardez sur leur fiche de paye, il y a marqué versement transport. Pour ceux qui sont dans l'agglomération ici. Donc, on aura aussi à prendre une délibération qui assume à la fois le programme, mais aussi le coût de ce programme. Mais je pense, et nous pensons sincèrement, qu'il y a une utilité à aller dans cette direction, mais toujours en ayant cette éthique de responsabilité. Et je vous rappellerai que si vous avez vu l'utilité aujourd'hui, 9 mars, il faudra aussi voir le versement pour assumer ces frais. Je tiens toujours à le dire, j'ai toujours travaillé de cette manière au niveau du financement, ne pas promettre si on ne peut pas tenir. Donc si on y va, il faudra aussi mettre les moyens en face. Donc avoir les moyens de ses ambitions et les ambitions de ses moyens, c'est ce que je disais dans le rapport du DOB. Mais je vous remercie de souligner que cette prise de compétence est utile, et c'est, j'allais dire, quelque chose qui me tient à cœur. L'utilité des compétences est primordiale pour nos habitants, parce que ça fait partie de la vie quotidienne. Et effectivement, on a un problème de déplacement de nos citoyens à ce niveau-là, vers leur lieu de travail, voire d'autres lieux qui peuvent exister, mais surtout vers les lieux de travail. Bien, d'autres remarques? Oui? Micro pour monsieur. Oui, donc je ne connais pas encore bien les usages de l'Assemblée, donc je voulais juste proposer, dans la mesure où on adopterait la compétence mobilité, comme première décision, donc j'anticipe un petit peu, comme première décision, ce que je voulais soumettre à la sagacité de l'Assemblée, c'était de reprendre la même délibération qui a été prise à l'EPCI Rive de Moselle, donc j'anticipe un petit peu, à savoir de participer à l'achat de vélos électriques, une aide qui est fournie par la communauté de communes à hauteur, me semble-t-il, de 300 € pour un vélo électrique dans la limite de 20% du prix total. Je me dis que ça marquerait un petit peu l'arrivée de la CCPOM dans cette compétence de mobilité, et les projets qui ont été faits sont des projets à très long terme, en tout cas à long terme, les projets infrastructurels sont à long terme, ça permettrait d'avoir un projet immédiat, même s'il y aurait naturellement un coût. Monsieur Coguillandreau, j'ai dit que tout à l'heure, il y avait une étude qui serait faite par la Gurin de la Moselle, et ce type d'action ou d'initiative peut rentrer effectivement dans les mobilités. Mais attendant l'étude, je pense qu'on y va, et je vous le dis, nous sommes précurseurs. Si nous faisons des chemins doux qui vont et qui permettent de sillonner effectivement notre territoire, c'est aussi pour permettre à des gens qui ne veulent pas se déplacer en automobile mais en vélo. Entre nous, je préférerais que ça ne soit pas forcément électrique, quoi. Je préfère que pour le sport, un peu pour la santé, on prenne des vélos
pas traditionnels, mais des vrais vélos qui permettent au moins d'améliorer. Parce que des fois, quand je roule en VTT sur les berges de l'Orne, je vois des gens qui me dépassent et je regarde tout de suite s'ils ont le boîtier parce que c'est de l'électrique. Ils parlent au téléphone en même temps. Alors je me dis que je monte une côte et je les vois parler comme ça. Je me dis qu'ils sont vraiment dans la facilité et pas dans la difficulté parce que des fois, ça fait un peu mal au mollet et ça fait même mal au souffle. Donc moi, j'y suis favorable. C'est la raison pour laquelle on va étudier avec l'Agura, mais ce type d'aide peut rentrer en ligne de compte. Mais faisons l'étude globale et ça s'insérera dans un projet global. Et on vous présentera ce projet global avec d'abord toutes les mesures qui seront préconisées. Et il y en aura à élaguer, moi je le dis, parce qu'on ne pourra pas financièrement tout prendre en compte. Et je vous l'ai dit, c'est adéquat au versement transport. Il y aura des choix à faire. Mais c'est une possibilité qui va dans l'air du temps, effectivement, du développement durable. Et je dirais même mieux dans la santé de nos concitoyens. S'ils peuvent pédaler, ça serait bien. Mais pédaler parfois un peu dans le dur, quoi. Pas remettre sur 1, 2, 3 et puis fuser, quoi. Madame Calgary me dit je suis pour l'électrique, c'est évident, c'est évident. Mais moi je suis aussi pour un petit peu d'effort au niveau de la santé. Je pense que c'est bon pour le cœur et c'est bon pour les membres. Mais c'est une des possibilités sur lesquelles on ira. Et si on construit ces pistes, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et demain, s'il y a des mobilités qui nous permettront d'atteindre le centre de loisirs d'Amnéville, ça permettra peut-être de dégorger les voitures du centre et de permettre d'y aller en vélo. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que M. Matelic a évoqué dans les mobilités actives, c'est-à-dire douces, une liaison avec Metz, Charles-Ténéraire. Il y a une séquence de 1 km 3, 1 km 4 à regarder et on pourra être inséré dans un système totalement complet de véloroute en partant quasiment des bords de l'Orne, de la Meuse, descendre par ici, se connecter à Charles-Ténéraire qui ne s'appelle plus Charles-Ténéraire mais la Voie Bleue, j'ai appris ça récemment, ça s'appelle la Voie Bleue, donc par le fil bleu, et puis tout le monde sait que la Voie Bleue va des Flandres jusqu'en Bourgogne, grosso modo. Donc on sera connecté à un réseau qui sera vraiment, j'allais dire, supra-régional, et ça peut être intéressant au niveau de la pratique. Mais c'est une... moi, je suis très content que le vélo revienne à la mode. Sauf que la France ne produit plus de vélos, sauf une qui vient de se réinstaller, les vélos Mercier, dans les Ardennes et à Revin. Ils viennent de revenir. Et quel est le premier pays producteur de vélos en Europe? Vous pouvez me le dire? Le Portugal. Effectivement. Et nous, on arrive en 5e position, enfin, à ce niveau-là. Donc, le vélo me tient à cœur et j'en pratique, mais je peux vous dire que, effectivement, faites du vélo, c'est bon pour le cœur. Qui est contre cette prise de compétence? Qui est contre? Je ne vois pas de doigt. Qui s'abstient? Je ne vois pas de doigt non plus. Donc, prise de compétence, mobilité à l'unanimité, et je vous en remercie. Elle signifie son utilité, la mobilité. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je viens y répondre, mais on atteint le sommet de l'heure bientôt, puisqu'on a commencé à 18h05. Il n'y a pas d'autres remarques, donc je peux considérer et conclure cette réunion aujourd'hui à 19h05. Je vous en remercie, mais elle était fructueuse, intéressante et utile pour l'avenir.